Bonjour YouTube, ça fait longtemps que je suis pas venue pour un petit bilan culturel mensuel, mais on reprend les bonnes habitudes et c'est parti pour mon bilan culturel du mois de février 2024. Là, dans le chat, là, à côté, ils sont en train de vraiment parler des pires films qu'ils ont vus ces derniers temps, mais moi je vais essayer de te donner envie d'aller au cinéma et donc de te parler des choses de bien que j'ai lues et vues ces derniers temps. Alors là, ça note l'Empire 4, Bob 5 et Cocorico 1, waouh. Bonjour YouTube, au cinéma, wesh, tout à fait. Alors, on va se mettre sur... Je vous ai fait un petit PowerPoint pour bien, comme d'habitude, bien vous hyper. J'ai bien fait mon travail. Alors, remarquez cette magnifique photo de moi au travail. Oh là là. Voilà, ça, c'est mes petits bacs de BD adultes que je dois ranger régulièrement et qui sont pas assez rangés en ce moment. Avec mes petites étagères de présentation où Valentin est régulièrement obligé de mettre des trucs quand c'est vide. Voilà. Et ça, c'est la bibliothèque chez moi, bien sûr. J'avais fait une petite photo là sur Instagram parce que j'avais remarqué que toutes mes dernières lectures avaient des couvertures bleues. Le grand classique à foutre en table de présentation en bibliothèque ou en librairie, c'est vraiment... Je ne me souviens plus du titre, mais la couverture est bleue. Alors... Hop. Donc, quelques chiffres. J'ai lu 31 livres ce mois-ci, ce qui est beaucoup. En ce moment, vous savez, j'ai un rythme de lecture assez intense. Mais je le vis moins mal qu'à une certaine période. Surtout parce que j'ai l'impression que ce qui va venir, ça va être plus calme. Du coup, je suis un peu plus sereine. Voilà. Donc ça a été quand même assez agréable et j'ai lu des belles choses. Donc ça a été même difficile de choisir parmi ces lectures sur lesquels j'allais faire un focus. 7 films vus, voilà, petite joueuse, hein, moi. Et puis quand je vais pas au cinéma, je regarde pas tant de films chez moi, parce que je vais regarder un peu plus de séries, donc 20 épisodes de 3 séries regardées. Les livres, ouais, un par jour à peu près une BD par jour, et j'ai lu 2 romans ce mois-ci. Et sinon, enfin, il y en a un que ça faisait un moment que je traînais, vous allez savoir. Petite photo parce que là, à la Bourse du Travail, Thomas Wiesel que j'ai vu, que c'était la deuxième fois que je voyais, et c'était très sympathique, voilà. Et Sea of Stars, le petit jeu dont vous entendez la musique derrière, un petit jeu hommage au JRPG, ma foi, fort sympathique, voilà. Hop, dans les lectures, un petit peu de tout, hein, voilà. Donc, on va tout de suite commencer. Je vais vous parler du coup de La Manche Rouge, un livre que j'ai dû lire pour l'office, donc pour le travail, qui est du coup une adaptation d'un roman qui a été aussi adapté en drama coréen. Et là, du coup, c'est un webtoon. Et donc, il y a une version papier qui sort. Donc, le petit résumé. Deo Kim, jeune fille malicieuse, entrée au service de la famille royale pour aider sa famille dans le besoin, se découvre un don pour la calligraphie. Rapidement admirée de tous pour ses talents, elle entre au service du dauphin, sur qui courent des rumeurs intrigantes. Il détesterait les femmes. Et donc c'est un webtoon tout à fait dans la vibe, un peu carnet de l'apothicaire, ce genre d'histoire qui marche super bien actuellement, sauf que là ça se passe en Corée, au XVIIIe siècle, on est plus dans l'univers du coup de la calligraphie, et ça va être beaucoup plus porté romance.
Même si dans ce premier tome, c'est un premier tome qui pose vraiment l'univers et qui nous montre un peu vraiment où évolue la jeune fille, notre héroïne, avec donc on va un peu présenter les personnages secondaires, l'environnement, ce qu'elle fait, sa passion pour la calligraphie, sa passion pour les romans, voilà, tout ça, le monde dont elle vient. Et ma foi, c'est tout à fait sympathique, voilà. Donc je crois que le drama il est assez, il est dispo sur Netflix il me semble. Ça doit être The Red Sleeve et je pense qu'il est assez connu. Bon, moi je suis pas une consommatrice de drama mais voilà. Hop. En tout cas vraiment sympa avec des beaux décors, des beaux dessins. J'étais assez conquise hein, par cette lecture, je pense que je lirais facilement la suite, à part si ça dure sur trop de tomes. Je crois que les romans c'est 5 tomes. Et qu'il y a une seule saison pour la série, pour l'instant. Donc on va voir comment ça évolue. Pour l'instant c'est vraiment, en termes de romans, c'est vraiment calme et c'est les prémices quoi. Donc voilà, de quoi je voulais vous parler d'autre ? Les petites reines, l'adaptation. Hey, coucou Alkeor et coucou. Hello, hello, bonsoir, bonsoir. Les petites reines, donc l'adaptation en bande dessinée du roman de Clémentine Beauvais. Clémentine Beauvais qui est une autrice jeunesse, qui fait des livres jeunesse ado, young, adulte, hyper sympa, plein d'humour. Vraiment très bien écrit, que j'aime beaucoup. Et donc Les Petites Reines, c'était un roman que j'avais lu et que j'avais vraiment un de mes coups de cœur de sa bibliographie. Et donc je vais vous lire le petit résumé du coup. À cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Akima ont gagné le concours de boudin de leur collège de Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse par contre. Il faut que je le dise avec le bon terme. Bourg-en-Bresse. Les trois découvrent alors que leurs destins s'entrecroisent en une date et un lieu précis, Paris, l'Élysée, le 14 juillet. L'été des trois boudins est donc tout tracé, destination la fameuse garden party de l'Élysée. Et tant qu'à monter à Paris, autant le faire à vélo, comme vendeuse ambulante de boudins, tiens. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que leur périple attire l'attention des médias jusqu'à ce qu'elles deviennent célèbres. Entre galères, disputes, rigolades et remises en question, les trois filles dévalent les routes de France, dévorent ses fromages, s'invitent dans ses châteaux et ses bals au fil de leur odyssée. Envie, vraiment. Du coup, j'ai mis les petites thématiques. Humour, parce que vraiment c'est très très drôle, par Mireille Laplanche, qui est notre héroïne principale, a vraiment une répartie assez cinglante, elle est vraiment très très rigolote. C'est elle vraiment qui va leader le trio, parce que elle part du principe que cette année elle n'a pas gagné le concours de boudin et qu'elle est là, mais qui m'a donc dépassée, et elle va un peu regrouper ce petit groupe autour d'elle. Elle est vraiment... franchement, si j'avais été une ado comme ça, aussi drôle qu'elle, je pense que j'aurais eu bien moins de problèmes. Adolescence, harcèlement, bien sûr, parce que en plus... ben voilà, ça parle du coup de ce sujet du harcèlement, y compris en ligne, du coup, parce que le concours... là, je me rappelle plus si c'était sur Instagram à ce moment-là, parce que le bouquin est sorti il y a quelques temps. Mais là, du coup, c'est le concours vraiment qui s'organise sur Instagram. Et comment en plus l'éducation nationale ne fait rien contre en général, et les parents autour, voilà. Et c'est du coup elles vont faire un road trip à vélo, rencontrer tout plein de personnages, un peu vous voyez le style des road trips, hein, des personnages en couleur. Elles vont avoir plein d'aventures, c'est un peu une quête initiatique aussi, ils vont leur arriver plein de trucs, ça va être l'occasion de se confier, et puis elles ont chacune une histoire différente qui font qu'elles ont envie d'aller à Paris ce 14 juillet, et on va le découvrir au fil de l'histoire. Et donc Magali Le Huche, elle a vraiment super bien adapté, je trouve, le roman de Clémentine Beauvais.
Bon, moi j'aime beaucoup son trait, je sais que il plaît pas à tout le monde, surtout les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de l'illustration jeunesse, mais moi je le trouve vraiment qui va super bien avec cette histoire, voilà, qu'elle a vraiment bien retranscrit les personnages. Donc si ça peut vous donner envie de lire un petit peu des romans ados, franchement, n'hésitez pas. Parce que on trouve vraiment des petites pépites, et même quand on est des adultes, ça peut aussi nous aider parfois à se remettre un peu à la lecture avec des choses qui sont peut-être moins exigeantes en termes de langage parfois, mais par contre hyper bien écrit et inventive, et ouais, je trouve que c'est une richesse assez folle. Donc très bien, très bien les petites reines. Hop. Si Bourg-en-Bresse, ça fait pas rêver, hein, quand même. Hop. Et enfin, ça c'est le pavé. Tout. Là c'était... Ah, petite... Ah, mince, je suis revenue en arrière. Là, vraiment, petite BD, petit webtoon et tout. Là, vas-y, le pavé de 1070 pages. La maison dans laquelle, de Mariam Petrosian. Vraiment. Ce bouquin, ça fait 2 ans que je le lis. Ça fait même peut-être... Oui, ça doit faire à peu près 2 ans que je le lis. Je me demande si ça fait même pas plus. Donc, je vous fais le résumé et après on en parle. Dans la maison, vous allez perdre vos repères, votre nom et votre vie d'avant. Dans la maison, vous ferez des amis, vous ferez des ennemis. Dans la maison, vous mènerez des combats, vous perdrez des guerres. Dans la maison, vous connaîtrez l'amour, vous connaîtrez la peur, vous découvrirez des endroits dont vous ne soupçonniez pas l'existence. Et même quand vous serez seul, ça ne sera jamais vraiment le cas. Dans la maison, aucun mur ne peut vous arrêter. Le temps ne s'écoule pas toujours comme il le devrait et la loi y est impitoyable. Dans la maison, vous atteindrez vos 18 ans, transformés à jamais et effrayés à l'idée de devoir la quitter. Alors, c'est un livre incroyable. C'est un livre, vraiment, j'en ai rarement lu des comme ça. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis 2 ans à le lire? Au début je l'ai lu, vraiment j'étais absorbée dedans, je l'ai lu l'été, mais c'est un bouquin déjà de 1000, comme je disais, de plus de 1000 pages, près de 1100 pages. Et du coup je le lisais à coup de 50, 80 pages et tout. Et oui, j'ai commencé à peu près l'été en me disant j'ai le temps, voilà, c'est le bon moment, sauf que je l'ai pas fini à ce moment-là. Et après, ben, du coup, j'ai été reprise par les lectures obligatoires et j'arrivais plus à accorder beaucoup de temps à ma lecture. Et j'ai décidé à un moment donné, je l'ai repris un peu plus tard, et j'ai décidé à un moment donné de le lire un peu tous les jours. Et du coup, vraiment, je trouve que c'est une expérience de lecture qui a été incroyable pour moi. Parce que c'est un livre du coup où on est dans une maison du coup qui recueille des enfants qui sont en situation de handicap. Enfin, on comprend assez vite qu'ils ont tous des soucis, voilà. Et donc il y a des enfants et des éducateurs, mais on suit principalement les enfants, des groupes d'enfants qui ont tous des surnoms, qui ont tous des problématiques différentes. Mais au début, on comprend pas tout à fait d'ailleurs ce qui se passe. On sait pas si c'est des enfants entre guillemets normaux, voilà, qui sont valides, qui sont neuroatypiques, tout ça, ou neurotypiques. On sait pas trop au début en vrai. Hein. Et petit à petit, on va comprendre par plein de petits éléments quelle est la situation de chacun. Mais voilà. Mais du coup, le personnage principal, c'est un peu vraiment la maison. L'ambiance qui s'y passe. Et en fait, bah, du coup, en lisant ce bouquin un peu tous les jours, c'est un peu comme si je vivais dans cette maison avec eux.
vu qu'il se passe pas non plus, enfin des fois il se passe à certains moments des trucs de fou, mais la plupart du temps il se passe pas des trucs de fou, c'est juste des trucs d'enfants qui vivent dans cette maison, où ils sont un peu parfois livrés à eux-mêmes, ou alors ils se réinventent complètement les histoires. On comprend pas trop ce qui se passe, des fois ça berce dans le fantastique, des fois tu sais pas si ce qui se passe c'est vrai ou si c'est leur imaginaire. Et en fait, pendant tout ce temps où j'ai lu ce livre, des fois, j'avais eu le temps de lire que 2 pages, des fois c'était 10 et tout, pendant tout ce temps-là. Vraiment, c'est un peu comme si tous les soirs je m'endormais un petit peu dans cette maison. Et vraiment, c'était une expérience de lecture que j'ai subie au début parce que j'avais pas le temps de consacrer plus de temps à cette lecture-là, et en fait, au final, j'ai adoré. Alors j'avoue que sur la fin, j'ai un peu accéléré ma lecture parce que j'avais très très envie de savoir ce qu'il allait leur arriver, comment ça allait se finir cette histoire. Mais pendant un moment, j'ai vraiment eu l'impression de vivre à leur rythme et d'avoir grandi avec eux. Et vraiment, c'est un livre qui est assez incroyable, vraiment. Je pense qu'il faut l'expérimenter. Mais je pense que par contre, c'est pas fait pour tout le monde, dans le sens où c'est un livre qui est assez ardu, pas du tout dans le style d'écriture. Le style d'écriture est pas complexe, mais plus parce que, il y a beaucoup de personnages qui ont des surnoms, il y a à la fois du fantastique et qui se mêle à du réalisme, enfin voilà, il y a plein de choses qui fait que c'est un peu décousu dans la narration. Mais c'est incroyable. Bon, maintenant il trône, il a cette magnifique couverture là, argentée, maintenant il trône dans ma bibliothèque, un énorme pavé, voilà. Ça fait bien, tu voyais, de lire un bouquin comme ça, de cette taille, là, où il n'y a pas de petits dessins dedans, là, il n'y a pas de petit Mickey à l'intérieur. Ça a l'air pas mal et c'est vraiment pas mal, Vito. Quand tu seras à la retraite... Oh, toi tu passes des longues heures dans le train. Les films. Donc j'ai vu quelques films ce mois-ci. Du coup, on va voir un peu ceux dont je vais parler plus en détail. Mais du coup, dans 7 films, t'aimes bien le fantastique. Après, c'est pas méga fantastique, mais c'est des touches. Donc au cinéma, j'ai vu Iron Claw, La Zone d'intérêt, Dali et Sans jamais nous connaître. Et j'ai vu Aftersun, j'ai vu Le Chapeauté, je crois, je sais plus. Petite touche, c'est bien, ouais. Et je sais plus, qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? J'ai vu Mary Poppins. Pauvre créature, je l'avais vue en janvier. Hop. Alors, je voulais parler d'Aftersun, qui est sorti, il y a 1 ou 2 ans, je sais plus. Hop. Je reviens dessus. Qui est sorti en 2022. Un film de Charlotte Wells, du coup, pas très long, qui dure 1h42. Et de quoi ça parle? Donc le petit résumé, Sophie contemple les moments de joie partagés et la nostalgie intime des vacances qu'elle a passées avec son papa 20 ans plus tôt. Des souvenirs réels et imaginés comblent les vides entre les enregistrements avec son mini DV alors qu'elle tente de concilier le père qu'elle a connu et l'homme qu'elle ignorait. Donc on voit que c'est une histoire qui, je pense, est très inspirée de l'histoire personnelle de Charlotte Wells, mais après j'ai pas non plus envie de trop extrapoler là-dessus parce que c'est très souvent ce qu'on fait quand on parle de films qui sont réalisés par des femmes, on les ramène vachement à l'intime, mais en même temps c'est très c'est un film qui sent l'intime, quoi. Donc c'est vraiment c'est l'histoire d'une préadolescente en gros qui passe un été avec son père, uniquement avec son père. On comprend que ses parents ont l'air d'être séparés.
Et il y a vraiment ce rapport déjà aux souvenirs qu'on se qu'on se les re-raconte, aux souvenirs sur le fait qu'il y ait vraiment certaines fois c'est des petites choses dont on se souvient très bien et d'autres qui sont un peu floues, voilà. Y a le côté, ça parle beaucoup du coup de la famille et du coup de rapport père-fils forcément, et ça parle aussi beaucoup de l'enfance, de ce moment un peu délicat, enfin un peu charnière de la préadolescence, où on n'est plus vraiment un enfant, on arrive un peu voilà, on n'est pas encore vraiment un ado, on n'est pas vraiment un adulte, et elle a vraiment cet âge-là où ils sont dans une espèce de centre de vacances où il y a plein d'ados un peu plus grands qu'elle, avec qui elle va traîner, mais voilà, elle n'est pas encore tout à fait dans les préoccupations, qui eux, c'est genre pécho entre eux et tout, elle est encore un peu jeune pour ça, pour s'intéresser vraiment à ça. En plus, on va comprendre qu'il y a un rapport à la sexualité où on comprend que il y a un garçon avec qui elle va être amie, où elle va avoir l'occasion de l'embrasser, et on va vite se rendre compte que c'est pas un truc qui l'intéresse vraiment. Et pourquoi ? Peut-être parce que elle est pas hétéro, hein. Mais bon, à ce moment-là, tu sais pas trop. Est-ce que c'est juste parce que c'est encore une petite fille ? Est-ce que c'est parce que c'est les garçons qui l'intéressent pas, voilà, ou est-ce que c'est lui ? Voilà, plein de choses comme ça. Et puis il y a vraiment un truc sur les vacances et sur l'été. Et alors moi, c'est un thème qui m'obsède. Si un jour je fais une œuvre d'art quelle qu'elle soit, si je produis un peu quelque chose d'artistique, c'est vraiment... je me vois pas produire quelque chose qui se passe pas en été. Et on était vraiment à cette période où le temps était si long, et du coup le temps s'étire, et il y a des grands moments de vide et d'ennui. Et cette sensation, elle se ressent, elle est hyper bien retranscrite par le film. Donc c'est un premier film, voilà, qui est très chouette, où il se passe pas grand chose, hein. Il se passe pas grand chose, mais c'est ça aussi qui donne, qui fait qu'on ressent l'ambiance quoi, de l'été qui s'étire. Voilà. Sympathique, très sympathique. Un peu hâte de voir ce qu'elle va faire Charlotte Wells ensuite. Je sais pas... Elle avait fait un court-métrage. Je sais pas si elle a prévu autre chose pour l'instant. Donc c'est une réalisatrice écossaise. Voilà, voilà. Et donc Paul Mescal, dans le rôle du papa. Je me souviens des après-midi allongés dans l'herbe au parc du coin de la rue à rien faire. Ouais, moi beaucoup de moments à faire du vélo et à tourner en rond sur la place. Et vraiment ces moments-là. Ou juste à regarder des matchs de tennis qui n'en finissaient pas, ou ce genre de choses. Alors, la zone d'intérêt. La zone d'intérêt que Valentin n'a pas trouvé bouleversant, parce qu'il n'a pas de cœur. Donc, la zone d'intérêt de Jonathan Glazé, bien sûr. Jonathan Glazer, je suppose. Donc bon, je pense que personne n'a pu passer à côté de ce film. Résumé, le commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, et sa femme Hedwig s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp. Voilà, petite thématique sympathique, vraiment, une petite ambiance, vraiment, une bonne ambiance. J'ai enchaîné, moi, Pauvre créature et la zone d'intérêt, c'était une semaine. J'étais le plus jeune dans Ah ouais, il y avait que des vieux. Ah, la salle était comble. La salle était comble et pour le coup, il y avait vraiment beaucoup de couples de trentenaires. Voilà.
Et on s'est fait la remarque qu'il y avait plusieurs personnes. Il y avait un mec devant nous qui avait sorti son téléphone pour vérifier que l'actrice c'était celle qui avait joué dans Anatomie d'une chute. Et il y avait un autre mec à côté qui a fait à sa copine. Oh, c'est la meuf d'Anatomie d'une chute. Donc voilà, c'était un peu l'ambiance. C'était ça l'ambiance dans la salle quand je suis allée le voir. Donc La Zone d'intérêt, un film qui est sur un sujet vraiment... voilà, un sordide, on peut le dire. Sur ces... vraiment comment des petits cadres, des cadres intermédiaires ont pu vraiment profiter de ce génocide horrible et de la situation pendant la Seconde Guerre mondiale, tout simplement. Elle a un très bon agent, visiblement. Hein. Elle a eu le nez creux là, cette année. Hein. Et donc, tout se passe dans cette maison qui est à côté du camp d'Auschwitz, qui vraiment borde, on le voit d'ailleurs sur l'affiche, là, borde ces murs, les murs du jardin séparent le jardin de la maison du camp. Et donc on entend, on voit les fumées au loin, on entend les bruits, les cris, les bruits de travail forcé, les bruits de fusils parfois au loin. Et en attendant, tout se passe dans la maison, comme on va suivre beaucoup cette femme qui va tenir, Hedwig du coup, qui va tenir la maison, qui va récupérer des choses des femmes du camp, qui va en profiter, qui va avoir des domestiques, qui va élever ses enfants, qui va faire son petit jardin propre. Et on va comprendre à quel point, pour cette famille, c'est vraiment une aubaine. C'est vraiment une aubaine. Et... Et toute l'angoisse et le côté pesant vient juste de ça. Juste de ça, de à quel point c'est des personnes qui sont pas les plus machiavéliques comme ça, qui sont pas les plus... parce que elle est vraiment à côté, elle gère sa maison sans penser à ce qui se passe autour, voilà. Et lui, il est vraiment dans un côté extrêmement managérial et bureaucratique. Et du coup, comment on en arrive avec la dilution aussi de la responsabilité à ce qu'il y ait des gens comme ça, qui ne voient pas le problème, à habiter à côté d'un camp de concentration, quoi. Un camp de la mort, voilà. C'est assez terrifiant. Et j'ai trouvé le film incroyablement bien fait, moi, pour ma part. Très réaliste en fait. On y croit vraiment. Et j'ai trouvé justement le côté qui ne soit pas dans la sur... le but c'est pas de nous mettre dans une surémotion, c'est pas tire-larme, c'est vraiment limite juste du réalisme et ça marche super bien. C'est glaçant, hein. Voilà. Hop. Et enfin, on va parler de Dali. Dali avec 6 A pour 6 acteurs qui jouent Dali. Ouhou. Le dernier Quentin Dupieux, du coup. Donc, le résumé du film est aussi court que le film, qu'un film de Quentin Dupieux. 1h17. Une journaliste française rencontre Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire. Ben ça c'est super, à chaque fois que tu vas voir un film de Dupieux, tu sais que tu sors pas trop tard, que tu vas pas avoir envie de pisser 10 fois pendant la séance, tu vas pas crever la dalle et que tu t'endormiras pas parce que ça sera court. Pour le coup, Dali, j'ai trouvé que c'était un Dupieux très réussi. Comme il est très productif, c'est vrai qu'il y en a qui sont où on a... c'est rare d'avoir quelqu'un qui dit j'adore toute la filmographie de Dupieux, il y en a forcément certains qu'on trouve un peu plus faibles. Je pense qu'il y en a qui sont objectivement vraiment en plus faibles que d'autres. Mais après c'est son principe aussi de tourner vite.
de tout de suite produire ce qu'il a en tête. Et moi je trouve que c'est quand même une assez bonne philosophie finalement. Dali, du coup, joué par 6 acteurs différents, tous très bons, les acteurs. Je trouve que il est toujours super fort. Il a toujours un super casting, ouais, Vito, il a toujours un super casting, et je trouve que un truc sur lequel il est super fort, Dupieux, c'est vraiment sa direction d'acteur. Genre, là, ils sont tous excellents. Jonathan Cohen, pour une fois, il est pas trop... Enfin voilà, rien que le fait d'avoir changé le phrasé de tout le monde fait que ça sort de ce que fait d'habitude Jonathan Cohen, voilà. Et bon, bah après, ils sont tous incroyables, hein. Edouard Baird, il est fait incroyable, voilà. Et du coup, là, on est sur une boucle avec plusieurs Dali à plusieurs temporalités. C'est un peu... il y a à la fois la thématique des rêves, une espèce de boucle temporelle, etc. Des choses qui reviennent très souvent dans ces films, mêlées à l'absurde, qui est déjà à la fois très présent dans le cinéma de Dupieux et dans l'œuvre de Dali, qui fait que ça fait un mélange qui marche très bien. Et la musique, la musique m'est restée dans la tête toute la soirée après. La musique de Thomas Bangalter, hein, du coup. Voilà. Non, et vraiment, si vous aimez Dupieux, je pense qu'il y a peu de chances que celui-ci, vous ne l'aimiez pas. Voilà, voilà. Hop, les petites séries. Les petites séries. Alors, j'ai vu la dernière saison de l'Agence aussi. Si vous voulez en reparler. La saison 4. Et vraiment... On en parle vite fait avant que je fasse un focus sur les 2 autres séries que vous voyez à l'écran. L'Agence saison 4, c'est là où tu te rends compte à quel point ils essayent de monter le truc pour ce qui est un semblant de scénario et une histoire dans la famille où machin va déménager alors qu'il a déménagé depuis 6 mois, et le gros truc de toute la série, c'est d'essayer de monter une tension là-dessus, et vraiment genre attention, il va l'annoncer à sa famille qu'il va partir pendant 1 mois à New York, tout ça. Et c'était assez marrant de... Bon, en plus de tout le truc habituel de les riches qui ont 40 millions à dépenser mais qui veulent pas... qui veulent poser leur valise et pas faire un seul coup de peinture. Il y a tout ce truc aussi de comment ils arrivent à scénariser une émission de télé-réalité, là. C'est assez marrant. Quand... parce que c'est vraiment genre aucun effort. Hein. J'ai fait 30 degrés et après genre, ah ben demain on se retrouve à Noël, et hop, bam, on passe de ils sont en manches courtes à ils sont en pull, et en fait ils se sont vus hier. En plus il y a un daft à la musique, tout à fait. Sur Netflix, elle est pas encore sur Netflix, je crois, la dernière saison. Hop, je crois que c'était sur MyTF1. Bon, on va pas parler de bonnes séries. On va parler de bonnes séries. Ah merde, j'ai laissé For All Mankind dans le titre. Mais c'est pas du tout bon, voyons. C'est d'argent et de sang. Ah là là, regardez. Vous voyez le copier-coller. C'est les dessous. C'est les dessous de... C'est les dessous de YouTube, bien sûr. Hop. On n'a rien vu, bien sûr. Vous avez rien vu. Fermez vos yeux. Hop. Voilà. Voilà. Bon, je ferai pas de montage, hein. Je vais cut comme ça. Parce que la flemme de faire du montage, j'ai pas de temps pour faire ça. Vous aurez tout ça brut sur YouTube. Juste cut. Du début à la fin. Donc d'argent et de sang. La saison 1
c'est terminé, ça y est, parce qu'on avait eu la première partie de la saison 1 là avant Noël, je dirais. Et donc la deuxième partie est sortie là ces derniers temps. Donc on est sur l'affaire, c'est une adaptation hein, d'Argent et de sang, le bouquin de Fabrice Arfi qui a enquêté du coup sur la fraude au quota carbone. Et donc là on va avoir une fiction très librement inspirée de cette fraude au quota carbone. Donc on va retrouver les mêmes protagonistes, voilà hein, très clairement qui sont genre Fitoussis et Marco Mouli et tout ça. Et c'est vraiment incroyable. Enfin, c'est incroyable. C'est vraiment une très bonne série française. Vraiment, les acteurs sont super. C'est très très bien réalisé. Pareil, la musique est chouette. Et les acteurs, déjà, c'est assez fou de voir que moi, je trouve qu'ils ressemblent vraiment... ils ressemblent vraiment aux personnes, aux personnages dont ils sont inspirés du coup. Vincent Lindon est super hein, dans son rôle de Vénachter, le directeur du service des douanes là. Voilà. Mais même ils sont tous super et puis vraiment c'est vraiment le pourquoi faire de la fiction quand les faits sont déjà extraordinaires. Donc ça fait plaisir parce que c'est une série française hyper bien rythmée, hyper bien réalisée, avec des bons acteurs, c'est sur Canal. Là c'est tout sorti. Voilà. Plutôt que vous regardez un petit documentaire sur le sujet, allez-y d'Argent et de sang. C'est un super moment. Ouais, c'est très très bien. C'est très très bien. Mais Canal, ils font des bonnes séries. Hein. Et la dernière, c'est aussi une série qui est sur Canal. C'est Enterrement de vie de garçon. Une petite mini-série de 4 épisodes de 20 minutes. Avec des comédiens de stand-up dans le vent. Dont principalement Panayotis Pasco, que vous connaissez sûrement. Hop. Donc, enterrement de vie de garçon, c'est un jeu de mots parce que on est, 5 amis passent la nuit ensemble avant un événement capital. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'un d'entre eux a une grosse annonce à leur faire. Donc on pense que c'est une série sur un enterrement de vie de garçon entre mecs. En plus, ça commence devant une boîte à strip, le premier épisode, et on se dit, bon bah voilà, ça va être un truc bien beauf, bien lourd. Et en fait, pas du tout, c'est un truc beaucoup plus profond sur le deuil, l'amitié, la masculinité, la famille, voilà. Et c'est vraiment très chouette. Du coup, c'est avec Adib Al-Khalideh, Panayotis Pasco, Fari Lopez, Jason Brokers et comment il s'appelle le dernier, Guillermo Guise. Voilà. Hop. Ouais. Et c'est très chouette. Ça va vraiment ça se regarde en un ou deux coups et c'est très sympa. Voilà. Et voilà. Bon, je vous ai une petite photo de conclusion, une petite photo du Codenames, toujours un jeu super à jouer avec des gens, même qui n'ont pas l'habitude de jouer à des jeux de société. La saison est complète, ouais, 4 épisodes, c'est fini. 4 épisodes de 20 minutes. C'est vraiment un truc, ça se regarde, ça se binge un soir et voilà, t'as fini. Un soir ou en mangeant le midi, vite fait. Et vraiment, c'est très bien. Petite série francophone aussi. Franco-canadienne parce que Adib Al-Khalideh qui est le co-créateur avec Panayotis Pasco est canadien. Québécois. Voilà, et Sea of Stars, du coup le jeu auquel on joue actuellement tous les lundis après-midi sur Twitch. Voilà, moi je m'amuse bien.
à re-être un peu dans l'ambiance des JRPG, jeux de rôle au tour par tour, qui ont été des jeux qui ont bercé vraiment ma jeunesse. Ça fait tellement vieux à chaque fois qu'on dit ça. Vraiment sympa, avec un bel hommage au JRPG. Vraiment très sympa. Voilà, classique mais très sympa. Et voilà, c'est tout. C'est tout pour mon bilan culturel du mois de février. N'hésitez pas, moi, à me conseiller des films, des séries, des livres à lire, plein de choses. Voilà, c'est avec plaisir et puis on peut en parler. Coucou Bio Bellio. Merci, bienvenue, merci pour le follow.